Tu te réveilles, et avant même que tu ouvres les yeux, ta vie attend déjà ta première décision. Tu n'as pas besoin de poésie, tu as besoin de clarté. Tes matins te façonnent, pour le meilleur ou pour le pire, que tu t'en rendes compte ou non. Chaque jour commence par un choix brutal. Tu prends le contrôle ou tu continues à vivre en automatique. Les gens ne changent pas parce qu'ils manquent de capacité, ils changent quand ils commencent à utiliser leur matin comme un terrain d'entraînement. Le monde parle de succès, de motivation et de discipline, mais tout cela naît dans les premières minutes de la journée. C'est là que se décide ton niveau d'énergie, ton focus, ta force mentale et ta stabilité émotionnelle. Ce que tu fais dès que tu te réveilles révèle ton caractère plus que n'importe quel discours que tu prononces pendant la journée. Cette vidéo va droit au but. Si tu veux transformer ta vie, commence par tes matins. Sans excuses, sans rituels inutiles, sans fioritures. 8 habitudes simples, directes et puissantes qui alignent ton esprit, ton corps et ton âme avec un but plus élevé. Des actions qu'une personne forte, consciente et éveillée fait même si elle n'en a pas envie. Parce que c'est ainsi qu'on construit une vie solide, avec de petites décisions répétées avec intention. Ici, tu n'entendras pas de belles paroles, tu entendras ce qui fonctionne. Des habitudes qui te forcent à reprendre le contrôle, à penser clairement, à organiser ton esprit, à augmenter ton énergie, à respirer avec présence, à marcher avec un but et à vivre à partir d'une identité plus ferme. Si tu appliques ces leçons, ta journée ne s'améliore pas, elle change à la racine. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est parce que tu sais déjà que tes matins ne peuvent plus rester les mêmes. Reste. Parce que ce qui vient ne va pas seulement te réveiller, ça va te restructurer. 1. Remercie et prie au réveil. Se réveiller est comme allumer un feu intérieur, un feu qui commence par une petite étincelle, presque imperceptible, mais capable d'éclairer toute ta journée si tu en prends soin. Cette étincelle est la gratitude. Et bien que beaucoup la mentionnent comme quelque chose de beau, ici nous la verrons comme ce qu'elle est réellement. Un outil mental qui reconfigure ta façon de penser dès la première seconde de la journée. Remercier n'est pas une posture spirituelle superficielle, c'est un acte stratégique, un ajustement de ta perception qui te permet de reprendre le contrôle avant que ton esprit ne soit désordonné par d'anciennes préoccupations ou des tâches en attente qui n'ont même pas encore commencé. C'est pourquoi cette première leçon exige de l'honnêteté et de la présence. Car celui qui ne maîtrise pas les premières pensées de la journée perd la bataille avant de commencer. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est dans son état le plus vulnérable et le plus malléable. C'est à ce moment que les pensées entrent sans filtre, que les émotions peuvent prendre le dessus si tu ne les diriges pas, que ton énergie se définit en fonction de l'endroit où tu portes ton attention. C'est pourquoi cette action n'est pas négociable, elle est fondamentale, car elle t'oblige à choisir quelle graine planter. Tu peux planter le chaos et les plaintes, ou tu peux planter la direction. En remerciant et en priant au réveil, tu choisis consciemment la direction que prendra ton esprit et tu décides que ce ne seront ni l'impulsion, ni l'anxiété, ni l'inertie qui définiront ta matinée. Remercier ne signifie pas ignorer tes problèmes, cela signifie les regarder depuis une position plus ferme. Lorsque tu remercies pour être en vie, pour avoir un jour de plus pour essayer, pour l'opportunité de corriger des erreurs, d'avancer, de t'améliorer ou de recommencer, tu te places psychologiquement au-dessus de ce qui te préoccupe. Cela ne te rend pas naïf, cela te rend maître de ton focus. La gratitude est une ancre mentale qui empêche les pensées négatives de s'activer en premier. Au lieu de cela, tu choisis de commencer à partir d'un état interne plus solide, plus conscient, plus aligné avec tes valeurs. La prière, d'autre part, n'est pas un acte religieux obligatoire. C'est un moment de silence intérieur où tu affirmes ta direction et te rappelles qui tu es au milieu du bruit du monde. Prier, c'est parler avec toi-même au niveau le plus profond, reconnaître ta force, tes blessures, tes peurs et ton but. C'est admettre qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas, mais décider malgré tout d'avancer avec détermination.
C'est un acte d'humilité et de pouvoir en même temps. Humilité pour accepter ce qui ne dépend pas de toi et pouvoir pour assumer courageusement ce que tu dois affronter. Lorsque tu combines gratitude et prière dès que tu ouvres les yeux, quelque chose change immédiatement. Ton esprit cesse de réagir et commence à répondre. Tes émotions cessent de courir sans direction et trouvent une direction. Ton esprit se calme suffisamment pour que tu puisses penser clairement et agir avec intention. Cela transforme ton réveil en une transition consciente, non en un saut automatique vers le chaos. Tu commences avec une force mentale au lieu de la faiblesse, avec un focus au lieu de la confusion, avec un but au lieu de la dispersion. Une personne qui commence sa journée ainsi ne se brise pas à la moindre chose, car elle a déjà commencé à gagner de l'intérieur. 2. Activez-vous avec la lumière naturelle. La lumière du matin fonctionne comme un interrupteur caché que le corps attend avec une précision presque millimétrique. C'est comme si vous étiez une machine puissante qui ne démarre pas complètement jusqu'à ce qu'elle reçoive le bon signal. Ce signal n'est pas le café, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le bruit du monde, c'est la lumière naturelle qui entre par vos yeux et dit à votre biologie de vraiment se réveiller. Vous pouvez essayer de vous motiver, vous pouvez répéter des affirmations, vous pouvez planifier la journée, mais si votre corps est toujours en mode nocturne, tout semble plus lourd, plus lent, plus confus. C'est pourquoi cette deuxième leçon est si directe, votre matin ne commence pas jusqu'à ce que la lumière touche votre peau. La lumière naturelle régule votre horloge interne, le rythme qui décide quand vous devez avoir de l'énergie, quand vous devez vous concentrer et quand vous devez vous reposer. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant pour aligner votre corps avec votre esprit. La plupart des gens vivent déconnectés de ce mécanisme parce qu'ils ouvrent les yeux et la première chose qu'ils voient est un écran. Cette lumière artificielle trompe le cerveau, le confond, lui envoie des signaux incohérents qui affectent la clarté mentale, l'humeur et l'énergie. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent fatigués dès leur réveil, parce que leur biologie n'a jamais reçu l'ordre de s'activer. Sortir pour recevoir la lumière naturelle ne nécessite pas de préparation, pas de motivation extrême. Cela nécessite une intention. Ouvrir la fenêtre, sortir sur le balcon, marcher quelques minutes, tout contact fonctionne. C'est suffisant pour que votre corps libère du cortisol à des niveaux sains, ceux dont vous avez besoin pour ressentir de l'énergie et de la concentration, et non de l'anxiété. Il diminue également la mélatonine. Vous arrêtez donc de ressentir une lourdeur émotionnelle et commencez à ressentir une présence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie qui fonctionne en votre faveur si vous la laissez fonctionner. Recevoir la lumière naturelle le matin affecte également votre discipline. Lorsque vous vous exposez à cette clarté matinale, l'esprit s'ordonne, les décisions deviennent plus fermes et le corps entre dans un état actif plutôt que passif. Cela signifie qu'il vous sera plus facile de bouger, de travailler, de penser clairement et de continuer avec les autres habitudes de la journée. C'est un effet domino, une action simple qui transforme tout ce qui vient après. Et oui, quelque chose d'aussi simple que de laisser la lumière vous toucher peut faire la différence entre une journée mécanique et une journée puissante. La lumière a également un impact direct sur votre état émotionnel. Votre cerveau libère des neurotransmetteurs qui vous font vous sentir plus stable, plus positif et moins réactif. Cela signifie que vous commencez la journée à partir d'un point haut, pas d'un état d'irritation ou de fatigue. Un état émotionnel plus stable vous rend plus difficile à agiter, plus difficile à manipuler, plus difficile à abattre. La lumière naturelle ne vous rend pas invincible, mais elle vous place dans une position mentale plus forte. Il y a quelque chose de plus important encore. Vous exposer à la lumière naturelle tôt régule votre rythme de sommeil la nuit. Votre corps sait exactement quand il doit s'éteindre parce qu'il sait exactement quand il a été activé. Cela vous permet de mieux vous reposer, d'avoir des nuits plus réparatrices et de vous réveiller avec plus d'énergie. La lumière du matin définit la qualité de votre nuit.
c'est un cycle complet d'équilibre physique et mental qui commence par un acte si simple que beaucoup l'ignorent parce qu'ils le voient comme quelque chose d'évident. Celui qui comprend cela gagne en pouvoir. Celui qui l'applique tous les jours crée une véritable force intérieure. Parce qu'au final, la discipline ne commence pas par la force de volonté. Elle commence par la façon dont vous réveillez votre corps. Et la lumière naturelle est la façon la plus simple de l'allumer complètement. 3. Respire pour reprendre le contrôle. Le corps est comme un cheval indomptable, fort, rapide et sensible. Si tu le montes sans contrôle, il t'entraîne. Si tu prends les rênes fermement, il te mène exactement là où tu veux aller. La respiration est cette rêne invisible que presque personne n'utilise intentionnellement. La plupart des gens respirent pour survivre, pas pour diriger leur état mental. C'est pourquoi ils se lèvent agités, irritables, confus ou épuisés. Parce qu'ils commencent la journée en laissant les émotions les monter au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Cette leçon est simple mais profonde. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ta vie. La respiration est l'outil le plus direct pour réguler ton système nerveux. Chaque inspiration envoie des signaux d'activation, chaque expiration envoie des signaux de calme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu apprends à gérer ce mécanisme, tu peux retrouver la clarté même quand tout le reste semble se désorganiser. C'est pourquoi cette habitude fonctionne chaque matin, que tu sois fatigué, stressé, sous pression ou chargé émotionnellement. Respirer consciemment, c'est comme appuyer sur un bouton interne qui réorganise tes pensées et te ramène au présent avec force. Beaucoup de gens pensent que respirer profondément est suffisant. Mais ici, nous allons plus loin. La respiration consciente au réveil est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir, avant que le monde ne te parle, comment tu veux te sentir. Tu peux le faire assis sur ton lit, debout, en marchant, ou même en regardant par la fenêtre. L'important est que tu inspires avec intention, que tu retiens pendant quelques secondes, puis que tu relâches l'air avec la même fermeté que tu relâches la peur, le stress et l'inertie d'hier. Cette pratique envoie un message clair à ton esprit. Je donne le rythme, pas mes émotions. Quand tu respires correctement, l'esprit cesse de divaguer et s'aligne. Le cerveau reçoit plus d'oxygène, les idées deviennent plus claires et le sentiment d'urgence disparaît. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de présence. La respiration consciente coupe le bruit interne, réduit la fréquence de l'anxiété et te donne une base émotionnelle stable pour continuer la journée. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée, tu vois soudain ce qui était auparavant déformé. De plus, respirer avec intention renforce ton autocontrôle. Beaucoup de problèmes de la journée ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu réagis. Si ta respiration est accélérée, tu réagis impulsivement. Si ta respiration est lente et profonde, tu réponds intelligemment. C'est là que cette leçon devient du pouvoir pur. Maîtriser la respiration te rend moins manipulable, plus difficile à perturber et plus conscient de tes actes. Celui qui contrôle sa respiration contrôle son tempérament, et celui qui contrôle son tempérament contrôle sa vie. Cette habitude a également un impact sur ta santé physique. Elle réveille ton système cardiovasculaire, réduit la tension musculaire et active ton énergie interne de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de stimulants pour te sentir éveillé, tu as besoin d'oxygène, entrant de manière complète, profonde et dirigée. Même tes niveaux de cortisol se régulent lorsque tu respires bien, ce qui signifie que tu commences la journée avec une énergie stable plutôt qu'avec de l'anxiété déguisée en alerte. Respirer pour reprendre le contrôle t'entraîne également mentalement pour le reste de tes habitudes. Si ta respiration est calme, ton esprit peut mieux se concentrer sur la gratitude, l'affirmation, la planification, l'écriture ou la marche. Tout ton système s'organise lorsque l'air circule avec rythme et direction. 4. Affirme ton objectif quotidien. La journée est comme une flèche. Si tu ne lui donnes pas de direction, elle tombe de son propre poids. Beaucoup de personnes se réveillent et laissent le vent décider de leur direction.
C'est pourquoi elles avancent sans intention, se dispersent, se frustrent et ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu construire. Affirmer ton objectif quotidien est le moment où tu prends cette flèche, la tiens fermement et décides consciemment vers quel objectif tu veux vraiment diriger ton énergie. C'est une action qui semble petite, mais qui change complètement ta mentalité, car le hasard cesse d'exister et l'intention commence à exister. Au réveil, ton esprit est ouvert, malléable, presque comme un terrain fertile qui accepte n'importe quelle graine que tu lui lances. Si tu ne choisis pas quelle graine semer, le monde le fera pour toi. Et le monde sème du bruit, de l'urgence, des distractions, des problèmes étrangers et des attentes qui ne t'appartiennent même pas. Affirmer ton objectif quotidien, c'est dire à ton esprit « c'est ce qui compte, c'est ce que je vais construire aujourd'hui, c'est ce que je ne vais pas permettre de dévier ». C'est un acte de clarté qui coupe la confusion dès le matin. Affirmer ton objectif ne signifie pas répéter des phrases vides. Cela signifie éveiller ton identité. Chaque jour doit avoir une raison, et cette raison ne peut pas simplement être survivre ou voir ce qui se passe. Elle doit être quelque chose qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Lorsque tu affirmes ton objectif, tu alignes ton esprit avec ton futur. Tu cesses de réagir et tu commences à décider. Et quand tu décides, tu deviens plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire, plus difficile à abattre. Tu peux le faire de manière simple. Tu peux te dire « Aujourd'hui, j'agirai avec discipline. Aujourd'hui, je vais avancer dans ce projet. Aujourd'hui, j'éviterai ce qui draine mon énergie. Aujourd'hui, je serai plus fort que mes excuses. » Ce qui est important, ce n'est pas la phrase parfaite, mais la direction claire. Ton esprit a besoin d'un ordre initial, d'un point central pour organiser tes pensées, tes décisions, tes émotions et tes actions. Affirmer ton objectif quotidien stabilise ton système interne et te rappelle qui est le patron. Cette habitude est particulièrement puissante car elle fonctionne comme un filtre. Quand tu sais quel est ton objectif du jour, tu sais quoi accepter et quoi rejeter. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton temps. Affirmer ton objectif te permet de choisir tes batailles, de maintenir ton focus et d'éviter de tomber dans des activités qui t'éloignent de ton progrès. C'est une défense mentale contre la dispersion qui détruit la productivité de millions de personnes chaque matin. Affirmer ton objectif renforce également ton estime de toi, car chaque fois que tu le fais, tu renforces ton identité. Tu te dis à toi-même « je choisis, je décide, je construis ». Cela fait de toi quelqu'un avec une direction, pas quelqu'un qui est traîné par ce que les autres veulent. Et lorsque ton esprit sent la direction, ton corps répond avec plus d'énergie, plus de motivation et plus de fermeté. C'est une connexion interne que beaucoup de personnes ne développent jamais parce qu'elles continuent à vivre en automatique, permettant à la vie de leur passer sans intention. De plus, cette habitude génère de la consistance. Peu importe si tu es motivé ou fatigué, si ta journée est facile ou difficile, affirmer ton objectif crée un point fixe auquel revenir quand tu te sens perdu. C'est ton ancre mentale, ton rappel de pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand ton objectif est clair, tes actions deviennent plus cohérentes et tes décisions deviennent plus fermes. Affirmer ton objectif quotidien n'organise pas seulement ta matinée, il organise ta vie. Parce qu'une journée avec une direction devient une semaine avec des progrès, puis un mois avec une transformation et finalement une année où tu te reconnais comme quelqu'un qui a vécu avec intention. 5. Range ton espace et ton esprit. Le désordre est comme un écho silencieux, un bruit que tu n'entends pas mais qui affecte tout ce que tu fais. Tu peux essayer de penser clairement, mais si ton environnement est chaotique, ton esprit limitera. C'est comme essayer de courir avec des pierres dans les chaussures. Tu avances, oui, mais tu avances inconfortablement, lentement et avec le sentiment que quelque chose ne va pas. Ranger ton espace au début de la journée n'est pas une tâche ménagère. C'est un acte psychologique, une déclaration de discipline qui dit à ton esprit que tu es prêt à prendre le contrôle. Ta chambre, ton bureau, ta cuisine, tout parle.
Ce que tu vois détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine comment tu agis. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Un espace propre n'est pas seulement esthétique, il est fonctionnel pour l'esprit. Quand tu ranges ton environnement, ce que tu ranges vraiment, c'est ta perception. Tu crées un environnement qui pousse ton cerveau vers le calme plutôt que vers le chaos. Et c'est là que cette leçon devient puissante parce qu'elle te montre que ton esprit n'est pas un lieu séparé de ta vie physique, les deux se reflètent mutuellement. Au réveil, ton cerveau a besoin de signaux clairs pour s'organiser. Si la première chose que tu vois est le désordre, ton esprit interprète qu'il y a des choses en suspens, des choses inachevées, du désordre. Cela consomme de l'énergie, de l'attention et de la concentration avant même de commencer la journée. C'est pourquoi ranger ton espace est si important, parce qu'il élimine le bruit mental. C'est un nettoyage externe qui provoque une clarté interne. Et cette clarté est celle qui te permet de penser mieux, de prendre de meilleures décisions et d'agir avec plus de force. Ranger est aussi un acte de respect envers toi-même. L'espace où tu vis reflète la valeur que tu te donnes. Une personne qui range ne le fait pas parce que c'est son tour. Elle le fait parce qu'elle comprend que son environnement influence son énergie, sa discipline et sa productivité. Chaque chose que tu ranges, chaque objet que tu mets à sa place, chaque surface que tu nettoies envoie un message direct à ton système neural. Je contrôle ma vie, je ne laisse pas le chaos décider pour moi. Ce message se multiplie et devient un sentiment interne de stabilité. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de ranger, mais c'est un mensonge qu'ils se racontent pour justifier leur manque de discipline. Ranger quelques minutes après le réveil économise des heures de stress plus tard. Cela te permet de travailler mieux, de te concentrer plus rapidement et d'éviter les distractions qui drainent ton énergie. C'est un petit investissement avec un impact énorme, l'une des formes les plus simples d'améliorer ta performance émotionnelle et mentale. De plus, lorsque tu ranges, tu entraînes ton esprit à fermer des cycles. Ranger quelque chose, plier quelque chose, nettoyer quelque chose est un exercice symbolique qui enseigne à ton cerveau à terminer ce qu'il commence. Cela se traduit directement par une plus grande discipline pour accomplir tes tâches, une plus grande capacité à maintenir une routine et une plus grande force interne pour ne pas laisser les choses à moitié faites. Ranger n'est pas seulement organiser, c'est entraîner ton identité. Cette habitude te prépare également à prendre des décisions pendant la journée car elle réduit la charge cognitive. Plus ton espace est ordonné, moins ton esprit traite d'informations inutiles. Cela te laisse de l'énergie propre pour ce qui est vraiment important. Tu deviens plus stratégique, plus productif et moins impulsif. Le désordre favorise l'urgence, l'ordre favorise la clarté. Ranger ton espace au début de la journée est une façon simple de dire au monde et à toi-même que tu es vraiment réveillé, que tu ne vivras pas dans l'improvisation, que tu ne laisseras pas le chaos définir ton état interne. 6. Planifie ta journée avec intention. La vie quotidienne ressemble à une large et bruyante rivière qui emporte tout ce qui n'est pas bien ancré. Si tu ne décides pas dans quelle direction tu veux ramer, le courant t'emporte sans te demander ton avis. Beaucoup de personnes se réveillent et acceptent ce courant sans résistance, laissant le jour décider pour eux, réagissant à des problèmes qui ne sont pas les leurs, répondant à des urgences qui n'apportent rien et finissent épuisés sans avoir fait ce qui comptait vraiment. Planifier ta journée avec intention, c'est construire ton propre bateau avant d'entrer dans la rivière, c'est prendre la rame fermement et dire au courant que c'est toi qui fixes la direction. La planification n'est ni un luxe, ni une tâche compliquée, c'est une stratégie mentale. Ton cerveau a besoin de structure, il a besoin de savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Quand il ne l'a pas, il consomme de l'énergie en essayant de décider sur le moment. Il est submergé, dispersé et perd son focus. Planifier ta journée au réveil, c'est lui donner une carte, lui donner de la clarté, lui donner un but.
Cela te permet de commencer fort, d'avancer avec ordre et d'éviter que l'inertie ne te transforme en spectateur de ta propre vie. Pour planifier avec intention, tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières, ni de créer des structures rigides. Tu as besoin de choisir. Choisir 3 actions importantes, 3 choses qui feront vraiment que la journée en vaut la peine. Pas des listes infinies qui ne génèrent que du stress. 3 priorités que tu peux accomplir avec discipline. C'est un filtre qui sépare l'essentiel de l'inutile. Moins tu es dispersé, plus tu as d'impact. La simplicité est le pouvoir, et la planification intentionnelle est la simplicité appliquée à ta vie. Planifier renforce également ton identité. Quand tu décides de ce que tu vas faire avant de commencer la journée, ton esprit comprend que c'est toi qui tiens les rênes. Pas le téléphone, pas les urgences, pas les caprices des autres. Cette sensation de contrôle réduit l'anxiété, augmente la motivation et te place dans un état mental de leadership sur toi-même. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit le but que tu fixes le matin. C'est la raison pour laquelle les personnes qui planifient ne font pas seulement plus, mais font mieux. La planification intentionnelle évite que tu vives en éteignant des incendies. Elle te permet d'anticiper, d'organiser tes ressources, de protéger ton énergie et de choisir tes batailles. Tout ne mérite pas ton attention et tout ne mérite pas ton effort. Quand tu planifies, ta journée devient une stratégie plutôt qu'une réaction. Tu sais quelles tâches nécessitent de la force mentale, lesquelles nécessitent du calme, lesquelles peuvent attendre et lesquelles tu dois attaquer immédiatement. C'est une façon intelligente de gérer ton énergie et de ne pas la gaspiller dans des situations qui ne construisent rien. Cette habitude développe également la discipline émotionnelle. Quand tu as un plan, il est plus difficile de se laisser distraire, de tomber dans des excuses ou d'abandonner tes responsabilités. Avoir de la clarté élimine beaucoup des batailles internes qui te font perdre du temps, parce que tu ne te demandes plus quoi faire, tu le fais simplement. L'indécision disparaît, parce que tu as déjà décidé avant que la journée ne commence. C'est la force silencieuse de la planification. De plus, planifier ta journée à l'aube crée de la cohérence. Quand tu répètes cette pratique tous les jours, tu construis une identité solide, un esprit concentré et un caractère plus stable. La discipline devient une partie de toi. Les résultats cessent d'être aléatoires et commencent à être intentionnels. Planifier transforme ta vie à travers une simple décision quotidienne. Prendre le contrôle avant que la journée n'essaie de te prendre. Planifier ta journée avec intention n'est pas seulement une habitude, c'est une arme. Elle te permet d'avancer quand d'autres s'arrêtent, de maintenir l'ordre quand d'autres se perdent et de construire ta vie à partir de la clarté plutôt que du chaos. 7. Écris pour éclaircir ton intérieur. L'esprit est comme une pièce sombre pleine d'objets que tu distingues à peine. Tu sais qu'il y a quelque chose là, tu sais que ça pèse, tu sais que ça te gêne, mais tu n'arrives pas à voir sa forme jusqu'à ce que tu allumes une lampe de poche. Écrire, c'est cette lampe de poche. Peu importe ton intelligence ou ta volonté, si tu ne mets pas tes pensées sur papier, elles resteront mélangées, enchevêtrées, se heurtant les unes aux autres comme des ombres sans identité. C'est pourquoi écrire chaque matin n'est pas une habitude romantique, c'est un acte de clarté brutale. C'est te confronter à toi-même sans filtre. Quand tu écris, tout ce qui semblait énorme se définit. Ce qui te préoccupait trouve une forme, ce qui te faisait peur trouve un nom, ce qui t'inquiétait trouve une explication. Le papier ne te ment pas. L'esprit, oui. L'esprit exagère, minimise, évite, dramatise et se perd dans son propre labyrinthe. Le papier, en revanche, t'oblige à ordonner. Chaque mot que tu écris est une pièce placée à sa place. Chaque phrase que tu poses est une pensée qui cesse de flotter sans direction. Cette habitude transforme ton matin car elle élimine ce qui gêne et récupère ce qui sert. C'est un filtrage émotionnel et mental. Elle te permet d'identifier ce qui est réel, ce qui est le produit de la fatigue, ce qui est une préoccupation légitime et ce qui n'est que du bruit mental accumulé depuis hier. Écrire te donne un avantage que presque personne n'a.
la capacité d'observer ton esprit de l'extérieur. Cela fait de toi une personne plus consciente, moins impulsive et plus maîtresse de ses décisions. Écrire n'a pas besoin d'être poétique ou parfait. Ça peut être une liste, un paragraphe désordonné, une réflexion courte, un déchargement émotionnel. L'important n'est pas la forme, c'est la sincérité. Quand tu écris sans peur de te juger, ton esprit se libère. Tu laisses de la place pour de nouvelles idées, pour une vraie clarté et pour une stabilité émotionnelle que peu de personnes expérimentent parce qu'elles continuent à porter leurs pensées en silence. De plus, écrire renforce ton identité. Chaque matin, quand tu mets tes idées en mots, tu construis une narration claire de qui tu es et où tu vas. Ton esprit s'habitue à se revoir, à se corriger, à s'orienter. Cela crée un niveau de conscience de soi qui impacte directement tes décisions. Les personnes qui écrivent pensent mieux, ressentent mieux et agissent avec plus d'intelligence émotionnelle. Parce qu'écrire, c'est penser avec les mains. Cette habitude réduit aussi l'anxiété. Quand une préoccupation reste dans l'esprit, elle s'étend comme une ombre géante. Mais quand tu l'écris, tu la réduis à sa vraie taille. Tu peux l'analyser, la remettre en question, l'organiser. Tu lui retires son pouvoir. Écrire est un mécanisme naturel de régulation émotionnelle, un qui transforme la confusion interne en clarté. Quelques minutes d'écriture peuvent épargner des heures de soucis pendant la journée. L'écriture matinale réveille aussi ta créativité et ta capacité à résoudre les problèmes. Le cerveau, tout juste réveillé, est dans son état le plus pur, sans filtre logique excessif. C'est le moment parfait pour générer des idées, découvrir des solutions et comprendre ce que tu ne pouvais pas voir clairement hier. Écrire active des zones du cerveau qui ne s'activent pas seulement avec la pensée. Ça te rend plus analytique, plus réfléchi et plus stratégique. Enfin, écrire chaque matin est un acte de discipline. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que ça exige que tu t'arrêtes et que tu t'observes avec honnêteté. Et la plupart fuient cela. Mais tu n'es pas ici pour faire partie de la majorité. Tu es ici pour prendre le contrôle de ta vie, de l'intérieur. Et un esprit écrit est un esprit ordonné. Un esprit ordonné est un esprit fort. 8. Marche dans la nature au début de la journée. Le corps est comme une antenne. Il capte tout ce qui l'entoure, même ce que tu ne perçois pas consciemment. Et quand tu passes tes premières minutes de la journée enfermé entre 4 murs, coincé devant des écrans ou entouré de bruits artificiels, ton antenne se remplit d'interférences. En revanche, marcher dans la nature est comme ajuster la fréquence et te reconnecter à un silence qui ordonne, une clarté qui nettoie et une énergie qu'aucune ville ne peut te donner. La nature n'est pas un luxe, c'est un rappel d'équilibre dont ton esprit et ton âme ont urgemment besoin. Quand tu marches au début de la journée, ton corps se réveille d'une manière différente. Ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas le stress, ce n'est pas le mouvement mécanique, c'est un rythme naturel qui synchronise ta respiration, ton esprit et ton état émotionnel. La nature a une capacité presque immédiate à réduire tes niveaux de tension, à apaiser les pensées accélérées et à te redonner un sentiment de maîtrise interne. Quelques minutes de marche peuvent faire ce que des heures de motivation ne parviennent pas à faire, parce que l'environnement façonne ton état mental. Le simple acte de marcher génère d'importants changements biologiques. Ton sang circule mieux, ton système nerveux se régule, ta posture s'améliore et tes sens s'activent. La lumière naturelle frappe directement tes yeux, aidant ton horloge interne à s'aligner. Le mouvement constant crée une clarté mentale, parce que quand le corps avance, l'esprit s'ordonne. Marcher ne te déplace pas seulement, il te réinitialise. C'est comme appuyer sur un bouton interne qui élimine l'accumulation émotionnelle, la tension mentale et les pensées répétitives. Marcher dans la nature te permet aussi de penser plus intelligemment. Les idées coulent plus proprement, ta créativité augmente, tes problèmes sont vus sous un angle plus réaliste et ton esprit devient plus stratégique. Les meilleures décisions n'apparaissent pas devant un écran, elles apparaissent quand tu bouges. La nature réduit les distractions et te laisse écouter quelque chose que peu de gens écoutent aujourd'hui,
ta propre conscience qui parle sans bruit dessus. Cette habitude renforce également la discipline. Sortir pour marcher implique du mouvement, implique une intention et brise immédiatement la paresse matinale qui se forme lorsque tu restes immobile trop longtemps. Tu n'as pas besoin que ce soit une longue marche, tu as besoin qu'elle soit constante. Parfois, 5 minutes suffisent pour que ton corps comprenne que la journée a commencé et que tu es prêt à l'affronter avec force. La discipline n'est pas une émotion, c'est une action, et marcher est l'une des premières actions qui accélèrent ton identité disciplinée. De plus, marcher dans la nature est un moyen de te rappeler que tu appartiens à quelque chose de plus grand que tes soucis. L'air, les arbres, le ciel, la terre, tous ces éléments te mettent en perspective. Ils te montrent que tes problèmes ne sont pas le centre de l'univers, qu'il y a de la vie au-delà de ton stress, que ce que tu ressens n'est pas permanent et que tu peux respirer même au milieu du chaos. Cette perspective réduit l'anxiété, renforce ta patience et calme l'esprit de manière profonde. Cette habitude a également un impact direct sur ton énergie émotionnelle. Lorsque tu marches, le stress diminue, ton niveau d'irritabilité baisse et ton esprit s'ouvre à des pensées plus positives et stables. Ce n'est pas un optimisme superficiel, c'est une régulation émotionnelle. La nature agit comme un stabilisateur, comme un espace où ton système interne revient à son point d'équilibre naturel. Même si tu traverses une mauvaise passe, marcher à l'extérieur te donne un petit espace de liberté mentale qui peut complètement changer ta journée. Ta vie ne change pas jusqu'à ce que tu en aies assez, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes en face et reconnaisses que tu ne peux plus être la même version faible, distraite et brisée que tu as laissé exister pendant des années. C'est le point de rupture. Ce moment où tu comprends que, si tu ne prends pas le contrôle maintenant, personne ne le fera pour toi. Et je le dis sans fioriture, ta vie restera la même si tu continues à agir de la même manière. La transformation commence lorsque tu acceptes une vérité inconfortable. Tu es responsable de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Pas tes parents, pas ton passé, pas tes peurs. Toi. Et je sais que ça fait mal de l'entendre, mais c'est aussi ce qui te libère. Parce que lorsque tu comprends que tout dépend de toi, l'excuse cesse d'exister. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une motivation bon marché. Elle est pour ceux qui veulent vraiment changer. Pour ceux qui sont prêts à abandonner des habitudes médiocres, des pensées toxiques, des comportements répétitifs et l'éternelle habitude de se saboter. Elle est pour ceux qui sont prêts à se briser de l'intérieur si cela signifie se reconstruire plus fort. Tu vas entendre 8 leçons qui ne cherchent pas à te faire sentir bien, mais à te réveiller. Elles vont te déranger. Elles vont te demander. Elles vont te confronter à la personne que tu es et à la personne que tu devrais être. Et si tu décides de les écouter avec honnêteté, tu vas commencer un processus que très peu ont le courage de commencer. Laisser derrière toi ton moi brisé pour devenir quelqu'un de discipliné, conscient, émotionnellement solide et maître de lui-même. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour renaître. Et cette renaissance commence aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à prendre le contrôle sans excuse, alors oui, reste. Parce que ce n'est pas un message pour te divertir, c'est un message pour te transformer. 1. Prends le contrôle de ta vie. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des passagers assis à l'arrière d'une voiture qu'ils devraient eux-mêmes conduire. Ils regardent par la fenêtre comment les jours, les années, les opportunités passent, mais ils ne touchent jamais le volant parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre devrait s'en charger. C'est la métaphore parfaite d'une vie sans contrôle, une vie où tu existes, mais tu ne diriges pas, où tu respires, mais tu ne décides pas, où tu survis, mais tu ne construis pas. Et la vérité est dure, mais simple. Tant que tu resteras assis sur ce siège, ta vie ne sera jamais la tienne. Prendre le contrôle de ta vie signifie arrêter d'attendre que le monde change pour toi, arrêter d'attendre que les circonstances s'adaptent à tes désirs, arrêter de blâmer des facteurs externes pour ce que tu ne fais pas.
La plupart des gens sont piégés dans une mentalité de victime sans s'en rendre compte. Ils pensent que leur malheur vient des autres, de leur environnement, de leur passé, de leur malchance, de leur génétique, de leur histoire. Et bien que tout cela ait une influence, rien de tout cela ne justifie l'inaction. Un stoïcien le comprend clairement, même s'il n'a pas demandé son histoire, il est responsable de ce qu'il en fait. Quand tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fait pour toi. La société, la famille, les attentes, le confort, la dopamine, les distractions, les peurs, tous deviennent des conducteurs qui t'emmènent vers des destinations que tu n'as pas choisies. Mais quand tu décides de reprendre le volant, tu retrouves ta direction, ton identité et ton but. Cette étape n'est pas une motivation vide, c'est un acte de discipline psychologique. Cela implique de regarder en face tout ce que tu as permis, tout ce que tu as ignoré, tout ce que tu as reporté, tout ce que tu as accepté même en sachant que cela te faisait du mal. Prendre le contrôle, c'est reconnaître que blâmer quelqu'un d'autre ne te sert plus à rien. Celui qui prend le contrôle assume quelque chose d'important. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de tes décisions, de tes actions et de tes excuses. Rien ne change jusqu'à ce que tu comprennes cela. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu l'acceptes. Contrôler ne signifie pas rigidité. Cela signifie direction consciente. Cela signifie te demander chaque jour ce que tu construis, ce que tu permets, ce que tu renforces et ce que tu détruis sans t'en rendre compte. La vie ne se transforme pas avec des désirs. Elle se transforme avec des décisions inconfortables, répétées tous les jours. La réalité est que le contrôle ne se sent pas glorieux au début. Il se sent lourd, il exige une honnêteté brutale, il exige de cesser d'utiliser le passé comme refuge, il exige d'abandonner les anciennes narrations qui te décrivent comme incapable. Quand tu prends le contrôle, tu te rends compte que tu n'as pas autant de défauts que tu le pensais. Tu as seulement des habitudes, des schémas et des pensées que tu n'as jamais remises en question. Et si tu les remets en question, ils changent. Si ils changent, tu changes. Le contrôle commence dans l'esprit, continue dans les décisions et se consolide dans la discipline. Prendre le contrôle signifie aussi corriger le cap chaque fois que tu dévies. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'engagement. Tu ne cherches pas la motivation, tu cherches la constance. Les gens forts n'ont pas des vies parfaites, ils ont des vies contrôlées. Ils ne se laissent pas emporter par leurs impulsions, par leurs peurs ou par l'inertie de l'environnement. Ils choisissent, ils décident, ils agissent même s'ils n'en ont pas envie. C'est la différence entre une vie construite et une vie accidentelle. Si tu veux te transformer, c'est la première étape et la plus difficile. Prends le contrôle de ta vie et arrête de donner ton pouvoir. Récupère le volant. Dirige ta route. Cette fois, c'est toi qui décides où tu vas. Et cette fois, tu ne vas pas freiner. 2. Agisse sans dépendre de tes envies. Il y a des jours où ton esprit est comme une porte lourde qui ne veut pas s'ouvrir. Tu pousses un peu et elle ne bouge pas. Tu pousses à nouveau et elle reste la même. Et il arrive un moment où tu te convaincs que si la porte ne s'ouvre pas facilement, alors ce n'est pas le moment. C'est le piège de la motivation. C'est comme attendre que cette porte s'ouvre d'elle-même. Et si tu dois apprendre quelque chose pour te transformer vraiment, c'est ceci. La vie n'attend pas, les envies n'arrivent pas et le moment parfait n'existe pas. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie reste coincé là où il est. Agir sans dépendre de ses envies signifie comprendre que la discipline est beaucoup plus puissante que n'importe quelle émotion passagère. Les envies sont fragiles, elles se brisent avec la fatigue, le stress, le doute, la peur, l'ennui. La discipline, en revanche, se maintient même lorsque le corps ne veut pas, même lorsque l'esprit invente des excuses, même lorsque la journée est lourde. La personne qui change sa vie n'est pas celle qui se motive, c'est celle qui bouge. C'est celle qui comprend que faire ce qu'il faut faire ne nécessite pas de permission émotionnelle. La plupart des gens vivent à la merci de leurs états internes. S'ils se sentent bien, ils avancent. S'ils se sentent mal, ils s'arrêtent. S'ils sont inspirés, ils créent. S'ils sont démotivés, ils abandonnent.
Ce va-et-vient émotionnel transforme leur vie en un cycle interminable de départ et d'abandon. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès réel, parce qu'il n'avance que lorsque des milliers de conditions externes et internes sont alignées. Vivre ainsi, c'est vivre en réactivité. Un stoïcien le sait, le monde interne est instable, mais l'action ne doit pas l'être. Agir sans envie ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie ne pas les laisser décider pour toi. Cela signifie savoir que tu peux te sentir fatigué et quand même t'entraîner, te sentir triste et quand même poursuivre tes objectifs, avoir peur et quand même faire le pas dont tu as besoin. Non pas parce que tu es en acier, mais parce que tu es engagé dans ta direction. Ton identité change lorsque tes actions cessent de dépendre de ton état émotionnel. Le véritable changement se produit lorsque tu décides d'agir même dans tes pires jours. N'importe qui agit dans ses meilleurs moments. Le problème est que les envies sont addictives. La société te vend l'idée que tout doit se sentir bien, que si cela ne t'excite pas, ce n'est pas pour toi, que si cela ne coule pas, ce n'est pas authentique, que si cela te coûte, ce n'est pas ton chemin. Cette mentalité a détruit plus de rêves que l'échec, parce qu'elle convainc les gens que l'effort est un signal pour se retirer, alors qu'en réalité, l'effort est la preuve que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Les envies sont un luxe, la discipline est une obligation. Ta vie change lorsque tu transformes l'action en une décision, pas en un désir. Lorsque tu dis « je le fais parce que j'ai dit que je le ferai », pas parce que je me sens inspiré. Lorsque tu comprends cela, tu deviens imbattable. Parce que tu ne dépends plus des bons ou des mauvais jours, tu dépends de ta volonté. Et la volonté se renforce chaque fois que tu fais quelque chose sans vouloir le faire. C'est le véritable entraînement mental. Agir sans envie jusqu'à ce que ton cerveau comprenne que l'action n'est pas négociable. Si tu veux construire une vie forte, stable et concentrée, arrête d'attendre d'avoir envie. Arrête de chercher des signes. Arrête de donner du pouvoir à ton état émotionnel. Fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu t'es engagé envers toi-même. La personne qui ne dépend pas de ses envies est celle qui avance vraiment, celle qui change vraiment, et celle qui, avec le temps, devient quelqu'un qui ne se sabote plus, mais qui se respecte. 3. Nettoie ton esprit et ta dopamine. L'esprit humain ressemble beaucoup à un verre embué. Peu importe à quel point tu es brillant, à quel point tu veux avancer ou à quel point ta vision est grande, si le verre est couvert de buée, tu ne vois rien clairement. Tu prends de mauvaises décisions, tu perds ton focus et tu agis par impulsion plutôt que par intention. C'est exactement ce qui se passe lorsque ta dopamine est déréglée, lorsque ton esprit est saturé de stimuli rapides, de récompenses faciles et de micro-plaisirs qui te privent de discipline, de concentration et de direction. Tu n'es pas fatigué, tu es saturé. Tu n'es pas perdu, tu es embrouillé. Et quand l'esprit est embrouillé, toute la vie devient désordonnée. Nettoyer ton esprit et ta dopamine signifie rompre avec la façon automatique dont tu vis. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils ne choisissent pas, ils répondent seulement aux impulsions. Ils ne se déplacent pas par conviction, mais par gratification instantanée. Ils sautent de vidéo en vidéo, d'application en application, de distraction en distraction. Et leur cerveau s'habitue à vivre à un niveau constant de bruit qui lui vole la capacité de se concentrer, d'être présent, de construire quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard si tu as du mal à lire, à penser, à t'asseoir en silence ou à maintenir une seule tâche sans te distraire. Ton esprit est entraîné à ne pas tolérer l'inconfort de la concentration. Quand ton système de dopamine est saturé, tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir moins. Et plus tu consommes de stimuli, moins une vie réelle te procure de plaisir. Ton cerveau s'habitue à des micro-décharges constantes et commence à considérer comme ennuyeux tout ce qui nécessite de la patience, de l'effort, de la répétition ou du silence. Et qu'est-ce qui se construit dans la vie réelle? Tout ce qui semble ennuyeux, difficile ou peu stimulant à court terme.
C'est pourquoi nettoyer ton esprit est une nécessité psychologique, pas une option. Si tu ne le fais pas, tes objectifs ne te sembleront jamais attrayants parce que ton cerveau est programmé pour préférer des gratifications qui ne te donnent rien en retour. Un stoïcien le comprenait bien. L'esprit a besoin d'ordre, de silence, de concentration et de clarté. Et rien de tout cela n'est possible tant que tu restes esclave d'un cycle de dopamine incontrôlé. Lorsque tu ne nettoies pas ton esprit, ta vie entre dans un état de bruit chronique. Tu perds de l'énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance, tu dépenses de l'attention dans des stimuli qui te drainent, et tu deviens dépendant de ce qui te divertit plutôt que de ce qui te transforme. Nettoyer ta dopamine ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie rétablir ta sensibilité, retrouver ta capacité à apprécier la simplicité et reprendre le contrôle de ton esprit. Cela implique de réduire la consommation impulsive de réseaux, de malbouffe, de pornographie, de notifications constantes et de tout ce qui te vole de la concentration sans te donner rien de précieux. Il ne s'agit pas de vivre sans stimuli. Il s'agit de ne pas être contrôlé par le stimulus. Lorsque tu y parviens, l'esprit commence à se stabiliser, l'anxiété diminue et ton énergie revient à toi. Tu arrêtes de vivre dispersé et tu commences à vivre conscient. Le processus est inconfortable au début parce que ton cerveau est habitué à des récompenses rapides. Tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui, du vide, voire de l'irritation. C'est le signe que tu nettoies ton système. Ton cerveau se réajuste, retrouve l'équilibre perdu. Et quand tu passes cette étape, tu te rends compte que ton esprit fonctionne à nouveau comme il le devrait. Tu as plus de clarté, tu prends de meilleures décisions, tu penses plus profondément et tu reprends le contrôle de ton attention, qui est la ressource la plus précieuse que tu as. Nettoyer ton esprit est un acte de respect de soi. C'est dire au monde que tu n'es plus esclave du bruit. C'est retrouver la concentration qui te rend imbattable, et c'est la base de toute transformation réelle. Si ton esprit est propre, ta vie se met en ordre. Si ta dopamine est stable, ta discipline se renforce. 4. Guérisse et actualise ton histoire. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient une vieille valise pleine d'objets qui ne servent plus. Ils la traînent jour après jour, même si elle pèse, même si elle gêne, même si elle ne contient que des souvenirs brisés, des culpabilités héritées, des versions anciennes d'eux-mêmes et des récits qu'ils n'ont jamais remis en question. Cette valise, c'est leur histoire, ou plutôt la version obsolète de leur histoire. Car ce n'est pas ce que tu as vécu qui te retient aujourd'hui, c'est l'interprétation que tu continues à répéter. Rien ne change jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir cette valise et de sortir ce qui ne te correspond plus. Guérir et actualiser ton histoire, ce n'est pas oublier ni effacer ce qui s'est passé, c'est réécrire le sens que tu lui as donné. Le passé n'existe pas en tant que fait, il existe en tant que récit dans ton esprit. Et ce récit peut se transformer. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés dans leur ancienne version, dans ce récit où ils étaient des victimes, où ils ne pouvaient pas, où ils ne savaient pas, où ils se sont trompés, où d'autres les ont blessés. Et ils répètent cette histoire tant de fois qu'ils finissent par croire que c'est leur identité. Ce n'est pas une identité, c'est une mémoire émotionnelle non révisée. La première étape pour actualiser ton histoire est de regarder honnêtement la façon dont tu te la racontes. Te décris-tu comme quelqu'un de brisé, comme quelqu'un marqué par son enfance, comme quelqu'un qui n'obtient jamais ce qu'il veut, comme quelqu'un destiné à souffrir encore et encore? Ce récit te retient. Le passé n'a pas de pouvoir réel sur toi, mais il a le pouvoir que tu lui accordes. Guérir n'est pas un processus magique. C'est un processus inconfortable de confrontation interne. Il faut reconnaître que certaines blessures n'étaient pas de ta faute, mais qu'elles sont ta responsabilité. Que certaines personnes t'ont blessé, mais qu'elles n'ont plus le droit de définir ce que tu fais aujourd'hui. Que certaines de tes décisions étaient incorrectes, mais qu'elles ne sont pas ta sentence. Un stoïcien comprend cela. Ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité.
c'est ton entraînement. La douleur que tu as survécue ne te rend pas faible, elle t'a rendu conscient. La différence est de savoir si tu utilises cette conscience pour avancer ou pour te justifier. Actualiser ton histoire signifie te permettre de transformer tes blessures en expériences, tes erreurs en clarté et tes traumatismes en leçons. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain si tu l'utilises pour grandir. Mais si tu t'accroches à la douleur comme excuse, tu restes coincé dans la même version. Beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'ils pensent que, s'ils lâchent le passé, ils perdent quelque chose. Tu ne perds rien, tu récupères ta vie. Tu ne renonces pas à ton histoire, tu renonces à ton interprétation limitée de celle-ci. Le processus implique aussi de te pardonner, non pas par naïveté, mais par maturité. Te pardonner ne signifie pas justifier, cela signifie reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Et maintenant que tu es différent, tu peux faire quelque chose de différent. L'actualisation se produit lorsque tu te donnes la permission d'être quelqu'un de nouveau sans obligation de répéter qui tu étais. La vérité est la suivante. Personne ne peut avancer en portant une version de lui-même qui est déjà épuisée. Grandir est une actualisation constante. Si ton esprit reste bloqué dans un passé plein de douleur, de culpabilité ou de honte, ton présent sera contaminé par des histoires qui ne reflètent plus qui tu es aujourd'hui. Lâcher le passé n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est un respect envers ton futur. Guérir et actualiser ton histoire est l'un des actes les plus puissants que tu peux accomplir. C'est arrêter de voir ta vie à partir de la blessure et commencer à la voir à partir de la responsabilité. C'est reprendre le contrôle narratif de qui tu es. C'est te permettre de renaître sans traîner de fantômes. Ton histoire n'est pas terminée. Elle commence tout juste à être écrite à partir de la conscience. Et c'est toi qui as le crayon maintenant. 5. Entraîne-toi à l'inconfort. Le confort est comme un fauteuil moelleux dans lequel tu restes assis trop longtemps. Au début, c'est agréable, mais ensuite ça engourdit, ça endort, ça ralentit. Et quand tu essaies enfin de te lever, tu découvres que tes muscles ne répondent plus de la même manière. C'est la même chose dans la vie. Le confort prolongé t'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. Tu t'habitues à la facilité, à la rapidité, à ce qui ne demande pas d'effort. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose de difficile, tu te brises. Le problème n'est pas la difficulté, c'est que tu ne t'es jamais entraîné à la supporter. S'entraîner à l'inconfort n'est pas une jolie phrase, c'est une obligation si tu veux transformer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui ont du talent ou de la chance, ce sont celles qui se sont habituées à être inconfortables volontairement. Celles qui ont compris que la force mentale et émotionnelle n'apparaît pas de nulle part, elle se construit en affrontant des situations que tu préférerais éviter. Un stoïcien le savait, la facilité te rend faible, la difficulté te forme. L'inconfort est le gymnase de l'esprit. Chaque fois que tu choisis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi. Quand tu te lèves tôt, même si tu n'en as pas envie, quand tu t'entraînes même si tu es fatigué, quand tu dis la vérité même si ça dérange, quand tu fais ce que tu évites, quand tu renonces à un plaisir instantané, quand tu choisis la discipline sur l'impulsion, tu entraînes ta capacité à supporter la vie avec force. L'inconfort ne te détruit pas, il t'entraîne. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils évitent les conversations difficiles, ils évitent les responsabilités, ils évitent les engagements, ils évitent les changements, ils évitent le silence, ils évitent la discipline. Et en évitant tant, ils deviennent des personnes fragiles, incapables de supporter leur propre poids émotionnel. L'inconfort que tu évites aujourd'hui sera la crise qui te frappera demain, parce que ce que tu n'affrontes pas grandit, et ce qui grandit sans contrôle finit par te dominer. T'entraîner à l'inconfort signifie aussi renoncer à la logique de la gratification immédiate. Nous vivons à une époque où tout est conçu pour éviter l'effort. Nourriture rapide, divertissement instantané, options infinies. Mais ce style de vie détruit ta tolérance à l'effort réel. Ton cerveau devient impatient,
anxieux, incapable d'attendre. Et en conséquence, tu abandonnes tout ce qui ne te donne pas une récompense immédiate. Ce n'est pas ainsi qu'on construit une vie forte, c'est ainsi qu'on la détruit. La vérité est que l'inconfort a un pouvoir que personne ne veut admettre. Il t'éclaire, il te nettoie, il t'ordonne. Quand tu es inconfortable, ta vraie nature apparaît. Tu découvres tes limites, tes peurs, tes schémas, et c'est là que tu peux corriger. Personne ne grandit dans le confort parce que le confort n'exige pas de changement. C'est dans la difficulté que tu trouves la version de toi qui a attendu de sortir. T'entraîner à l'inconfort n'est pas te punir, c'est te préparer. Te préparer pour un monde qui ne te traitera pas avec délicatesse. Te préparer pour des relations difficiles, pour des décisions compliquées, pour des jours où il n'y aura pas de motivation, pour des moments où tu devras te soutenir seul. L'inconfort volontaire te donne un pouvoir que peu de personnes ont, la capacité de résister et d'avancer même quand la vie devient lourde. Fais des choses inconfortables volontairement. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu veux te renforcer. Prends des douches froides, laisse ton téléphone quand ton cerveau te le demande, sors te promener sans musique, accomplis des tâches sans distraction, entraîne-toi sans excuse, parle quand il serait plus facile de se taire, dis-toi la vérité même si ça fait mal. Chaque action inconfortable est un investissement dans ton caractère. Si tu veux devenir quelqu'un de fort, discipliné et maître de sa vie, ne cherche pas le confort. Cherche-le seulement quand tu l'as gagné. En attendant, choisis l'inconfort qui te construit. Parce que celui qui s'entraîne dans la difficulté devient invincible dans le quotidien. 6. Construis des habitudes solides et simples. La vie ressemble beaucoup à un bâtiment. Peu importe sa taille, si les fondations sont faibles, tôt ou tard, il s'effondrera. Et le plus curieux, c'est que ces fondations ne sont pas construites avec de grandes décisions héroïques ou des moments épiques. Elles sont construites avec de petites actions répétées, avec des habitudes simples qui soutiennent ta journée même lorsque tu n'as pas d'énergie, de motivation ou de clarté. Tes habitudes sont la base de ton destin, et si tu ne les conçois pas consciemment, tu finiras par vivre dans une structure qui ne peut pas supporter ton propre poids. Construire des habitudes solides et simples ne signifie pas concevoir une vie parfaite, mais une vie durable. C'est comprendre que la véritable transformation ne dépend pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais tous les jours. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils recherchent des habitudes compliquées, des routines exagérées, des changements énormes. Ils pensent qu'ils ont besoin de se réinventer d'un seul coup et tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est s'épuiser. Une habitude forte ne naît pas de l'intensité mais de la constance. Et la constance n'est possible que lorsque ce que tu fais est simple, clair et réaliste. La simplicité n'est pas médiocrité, c'est stratégie. Une habitude simple est respectée même dans les pires jours. C'est pourquoi elle fonctionne, c'est pourquoi elle transforme, c'est pourquoi elle change ton identité. Une promenade quotidienne, un journal de 5 minutes, 10 minutes de lecture, un repas sain par jour, 20 minutes d'entraînement. Ce sont de petits éléments qui semblent insignifiants, mais ensemble, ils construisent une structure mentale et émotionnelle qui te soutient à long terme. La clé est de comprendre que tes habitudes te forment même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu répètes une action tous les jours, ton cerveau commence à la reconnaître comme faisant partie de ton identité. Chaque fois que tu respectes une habitude, tu envoies un message silencieux à ton esprit « Je peux me faire confiance ». Cette confiance est la base de la discipline. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour te sentir fort. Tu as besoin de faire de petites choses tous les jours pour te prouver que tu tiens tes promesses. La plupart des gens veulent se transformer, mais sans changer leur routine. Et c'est impossible. Si ta journée reste la même, tu restes le même. Le vrai changement n'a pas lieu dans ton esprit ou dans ton imagination. Il a lieu dans ton calendrier, dans tes matins, dans tes nuits, dans la façon dont tu manges, t'entraînes, penses et décides. Tes habitudes déterminent ton avenir avec plus de précision que tes désirs. C'est pourquoi un stoïcien concentrait sa discipline sur la répétition quotidienne. Il savait que la constance est plus puissante que l'inspiration.
Tu dois aussi éliminer les habitudes qui t'affaiblissent, pas seulement construire celles qui te renforcent. Dormir mal, utiliser le téléphone comme échappatoire, manger par anxiété, procrastiner de petites tâches, remplir ton esprit de déchets numériques. Ces habitudes sont comme des termites silencieuses qui détruisent ta structure de l'intérieur. Tant que tu ne les remplaces pas par des habitudes solides, ta transformation sera fragile. Construire des habitudes solides et simples implique également de les protéger. Cela signifie que, même si tu as une mauvaise journée, ton habitude minimale est respectée. Même si tu as une journée chargée, ton engagement est maintenu. Même si ton esprit veut t'abandonner, ton action est soutenue. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as besoin de le faire toujours. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le talent, mais dans ce qu'elle répète chaque jour. Et souviens-toi d'une chose importante, les habitudes ne construisent pas seulement ta vie, elles construisent ton identité. Une personne disciplinée ne naît pas disciplinée, elle devient disciplinée parce qu'elle a des habitudes qui s'alignent avec cette identité. Construire des habitudes solides et simples, c'est te modeler de l'intérieur, pas à pas, jour après jour. Si tu veux transformer ta vie, commence par le petit, le simple, le répétable. Construis des habitudes que tu peux maintenir même dans tes jours les plus brisés. 7. Avance sans honte de changer. Un changement personnel ressemble beaucoup à quand un arbre commence à perdre son ancienne écorce. Il ne le fait pas en silence, il ne le fait pas avec élégance, il ne le fait pas en cherchant l'approbation. Il le fait parce que c'est nécessaire. L'ancienne écorce ne le protège plus, ne lui sert plus, ne l'accompagne plus dans sa croissance. Il la laisse tomber même si le processus semble rude, même s'il semble laid, même s'il laisse des parties exposées. Il en va de même pour toi. Pour grandir, tu dois permettre à une version de toi-même de se détacher. Et ce processus n'est jamais parfait, propre ou esthétique. Mais il est réel, et le réel surpasse toujours le confort. Avancer sans honte de changer, c'est comprendre que la transformation personnelle n'est pas conçue pour plaire à personne. Elle est conçue pour te libérer. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Peur qu'on dise que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu te crois supérieur, que tu ne rentres plus dans le moule. Mais c'est le piège. Tu restes bloqué pour ne pas déranger des gens qui ne vivent même pas ta vie. Tu te retiens pour ne pas provoquer d'opinions extérieures. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu renonces à ta propre croissance pour maintenir une version que tu ne veux plus être. Un stoïcien comprenait que l'opinion des autres ne définit pas ton chemin. Ce qui définit ton chemin, ce sont tes décisions, ton caractère, ta capacité à avancer même quand le monde veut que tu restes le même. La honte du changement est un poison silencieux. Elle te fait demander la permission pour t'améliorer. Elle te fait avancer avec peur. Elle te fait cacher tes réussites, tes nouvelles habitudes, tes objectifs, ta discipline. Elle te fait réduire ta grandeur pour ne pas susciter de commentaires. Le changement dérange ceux qui ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. C'est pourquoi ils critiquent, c'est pourquoi ils remettent en question, c'est pourquoi ils essaient de minimiser ton processus. Ils ne le font pas parce que tu es dans l'erreur. Ils le font parce que ton évolution leur rappelle tout ce qu'ils continuent de remettre à plus tard. Ton avancement est un miroir que les gens évitent. C'est pourquoi tu dois avancer sans honte, sans te justifier, sans baisser la tête. Ta vie est à toi, et ta croissance n'a pas besoin d'approbation. Changer implique de mourir un peu, de laisser derrière soi les vieilles identités, de renoncer à des habitudes qui te définissaient auparavant, de rompre avec des lieux qui ne t'apportent plus rien, de te séparer de personnes qui préfèrent te voir stagner. C'est un processus brut et parfois solitaire, mais ce que tu obtiens est bien plus grand, une version de toi plus consciente, plus forte, plus claire. La honte n'apparaît que lorsque tu attends que les autres comprennent ton processus. Arrête de le faire. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de te respecter. Chaque fois que tu t'arrêtes à cause de la honte du changement, tu dis à ton esprit que l'opinion extérieure vaut plus que ton évolution intérieure.
et c'est une trahison silencieuse de ton propre potentiel. Avancer sans honte, c'est te choisir, même quand personne ne t'applaudit. C'est soutenir ton processus, même quand les autres se moquent. C'est continuer, même quand on te dit que tu exagères, que tu n'es pas toi, que tu changes trop. Bien sûr que tu changes beaucoup, c'est pour cela que tu travailles. Celui qui veut vraiment se transformer doit accepter cela. La croissance ne semble pas belle au début. Elle semble maladroite, elle semble étrange, elle semble différente, elle semble inconfortable. Mais après, quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque pas était nécessaire. Tu ne peux pas être la même personne et espérer des résultats différents. Tu dois donner la permission à ta nouvelle version d'exister, de se renforcer et de prendre sa place. 8. Honore ton évolution personnelle. Un processus d'évolution ressemble beaucoup à l'escalade d'une montagne à l'aube. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne célèbre chaque pas que tu fais dans l'obscurité. Tu n'entends que ta respiration, tu sens le froid, tu trébuches, tu te relèves, tu avances en silence. Et quand enfin le soleil se lève et que tu arrives à un point plus élevé, c'est seulement alors que le monde remarque que tu es à un niveau différent. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que le véritable mérite n'est pas dans la vue d'en haut, il est dans tout le chemin que personne n'a vu. Ton évolution fonctionne de la même manière. La partie précieuse n'est pas le résultat final, mais les décisions silencieuses que tu as prises lorsque personne ne regardait. Honorer ton évolution personnelle, c'est reconnaître la valeur de ton propre processus. C'est comprendre que chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient petits ou insignifiants, faisaient partie du chemin qui t'a amené jusqu'ici. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils attendent l'approbation externe. Ils ont besoin que les autres reconnaissent leur discipline, leur changement, leur guérison, leur progrès. Et en ne recevant pas de validation, ils ont l'impression que leur croissance ne vaut rien. Cette pensée détruit l'essence de la transformation. Ton évolution n'a pas besoin de spectateurs pour être réelle. La vérité est que la plupart ne te reconnaîtront pas, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de comprendre leur propre chaos. Et d'autres, pour être francs, ne veulent pas voir ta croissance parce que ton avancement leur rappelle tout ce qu'ils continuent d'éviter. Donc, si tu attends des applaudissements, tu resteras bloqué toute ta vie. Ta transformation doit être validée par toi et non par quelqu'un d'autre. Honorer ton évolution implique de cesser de minimiser tes progrès. Arrêter de dire « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui peut le faire, il me reste encore beaucoup à faire ». Te minimiser est la façon la plus silencieuse de saboter ta croissance. Chaque petite victoire est une preuve que tu changes ton identité. Et ton identité se construit à partir de ces petites preuves. Cela signifie aussi respecter ton rythme, ne pas te comparer aux autres, ne pas te sentir inférieur parce que quelqu'un avance plus vite, ne pas te sentir supérieur parce que quelqu'un avance plus lentement. L'évolution personnelle n'est pas une compétition, c'est une construction interne, intime, personnelle. Chaque personne porte une histoire différente et chaque histoire a un poids différent. Honorer ton évolution, c'est te donner la permission d'avancer à ta manière. Un autre aspect important est de reconnaître que ta croissance mérite des limites. Lorsque tu commences à évoluer, il y a des gens qui essaieront de te pousser vers ton ancienne version. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle leur était plus confortable. Honorer ton évolution implique de la protéger, dire non, mettre de la distance, fermer des portes, accepter que ton avancement ne convient pas partout. L'authenticité a un prix, mais aussi une récompense. Elle t'apporte la paix. Honorer ton évolution signifie aussi maintenir ton standard, même lorsque personne ne te surveille. Ne pas revenir à de vieilles habitudes simplement parce que c'est plus facile. Ne pas reculer simplement parce que quelqu'un te critique. Ne pas te trahir simplement pour plaire. L'évolution personnelle n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité envers toi-même. Et le plus important, honorer ton évolution, c'est te regarder dans le miroir et reconnaître qui tu commences à être. Non pas avec arrogance, mais avec gratitude. Non pas avec l'ego,
mais avec clarté, parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par chance, c'était grâce à la discipline, à la confrontation, au courage. C'était grâce à tout ce que tu as fait en silence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.